Bon, c'est n'importe quoi. On s'en fout. C'est pour ça que c'est cool le cinéma. Ça sert à rien, ok? C'est le scénario qui déclenche tout. Pas tout, mais enfin beaucoup de choses. Oui, parce que je trouve que c'est la chose sur laquelle on doit être le plus exigeant, c'est l'histoire. Bonjour et bienvenue dans Phase B, le podcast qui nous plonge tous les mois dans les coulisses du cinéma. Écrire des histoires, inventer des personnages, réinventer des mondes et des époques, c'est le travail passionnant de Ali Sharef qui est scénariste. Bonjour Ali. Bonjour Benjamin. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. On se remet doucement de la victoire du PSG. Ouais. Parce que là, pour le contexte, voilà, on enregistre quelques jours après. Paris a tremblé. Ouais, exactement. Et on est encore plus excité quoi, de faire la vraie fête. On l'espère, Ouais. on croise les doigts pour la finale. Ouais. On est prêt entre potes, en famille, etc. C'est cool. Bah, en tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler de cinéma et de ton métier de scénariste. On va parler de séries que tu écris et de courts-métrages que tu réalises, de la banlieue, de ton arrivée chez Itinéraire Productions, en passant par la Fémis et bien sûr donc ton métier. Pour commencer, j'ai lu que dans ta biographie que c'est tout petit, tu savais déjà ce que tu voulais faire et j'aime bien la formule raconter des histoires pour parler un peu du métier de scénariste. Je trouve que c'est cool, c'est comme ça que tu le vois ton métier? Ouais, grave, bien sûr. Moi, c'est vrai que dès le départ, en fait, quand j'étais petit, il faut savoir que je viens d'une famille très scientifique à la base. Ok. Mes parents sont enseignants-chercheurs. C'est vraiment les maths, la SVT, la physique-chimie, etc. Mais moi, j'ai toujours été attiré par les histoires de manière générale, les contes, ou même juste ce qui se racontait dans la famille, comme mythes, légendes, ou même histoires vécues de la guerre d'Algérie, de la colonisation, etc., de l'immigration. J'ai toujours été un passionné des histoires. Et vraiment, le moment où c'est né précisément, c'était quand j'allais chez mon oncle, en fait, Ouais. Mohamed, le frère de ma mère. Il me montrait toujours des films. C'était vraiment un gros fan de blockbusters américains. Et il m'avait montré, quand j'avais 4-5 ans, Spider-Man 2. Ok. Et donc il y avait la scène d'ouverture Ouais. où Peter doit aller emmener la pizza, sauf qu'il est en retard. Et donc du coup, il se change dans une ruelle, il en ressort, c'est Spider-Man. Et c'est vraiment mon plus vieux souvenir de cinéma. C'est cette scène-là qui m'a vraiment, quand j'étais petit, choqué. Ouais. Pour moi, c'était fantastique ce qui se passe devant mes yeux, de voir quelqu'un qui se change en super-héros, qui tisse sa toile entre les gratte-ciel et tout. Je me suis dit, c'est incroyable. Et donc après, il y a eu une obsession de ce personnage-là, de Spider-Man, qui m'a jamais quitté. Et donc, mon père m'a offert le coffret avec 2 CD, dont le making-of. Et t'as saigné le making-of ou pas? C'est ça, et c'était une vraie passion. C'est-à-dire que, en fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un métier derrière. J'ai vu que on pouvait fabriquer vraiment ces histoires-là et en faire une vocation. Parce que tu sais, quand on est petit, si tu veux faire quoi, je veux faire comme papa, je veux faire comme maman. Voilà, je vois qu'il y a ça et je me dis, bah, en fait, c'est ça que je veux faire plus tard. Et mes parents, ils étaient, ça les faisait marrer, quoi. Donc c'était en mode, écoute, vas-y. Et donc, Ouais. très naturellement, je commençais à écrire des histoires dans ma chambre, des bandes dessinées, précisément. Et c'est comme ça que la passion est née, quoi. Et ça m'a jamais quitté au fil des années, quoi. Au début, c'était des BD, après, c'était des sortes de débuts de romans, après, c'était des petits courts-métrages, et ainsi de suite, Jusqu'à aujourd'hui où t'écris des séries, ben on va en parler. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde ton parcours scolaire, surtout après le bac, tu t'es détaché, comme tu dis, de ta famille qui est très scientifique, C'est parce ça. que t'as fait beaucoup de réorientation. Ouais, exactement, ouais. T'as fait une première année de droit, une première année d'histoire, où tu t'es pas forcément plu à la fac. Alors, en gros, moi, il faut savoir que dès le collège, même en 6e, 5e, je disais à mes profs, quand on parlait, tu vois, il y avait des petits moments de cours, d'orientation, je disais, c'est le cinéma. Là, je lui disais, c'était le cinéma, etc. Sauf que, en vrai, les enseignants, etc., ils connaissent pas trop, en fait, ce milieu-là, Ouais. donc ils savent pas te conseiller, mais donc ils se posaient toujours la question de qu'est-ce que tu vas faire concrètement quand tu vas sortir, parce que le cinéma, c'est pas vraiment un métier, etc. Donc moi, je me disais que ce serait soit du droit, soit de l'histoire. Ok. Et finalement, j'ai fait les deux. Ouais. Parce que quand je suis arrivé en terminale, j'entendais déjà parler de la Fémis, et je visais la Fémis dès cette époque-là, mais je savais qu'il fallait bac+2
et que j'avais beaucoup de lacunes en art de manière générale, Ok. en culture générale de l'art Ouais. et même du cinéma. Et je m'étais dit qu'il me fallait encore un peu de temps avant de sauter le pas, et tant mieux parce qu'il faut un bac+2. Donc qu'est-ce que je vais faire en attendant mon bac+2? Bah, je vais peut-être faire du droit parce que moi j'ai fait ES et je trouvais que ça allait, voilà, il y avait une sorte de logique. Ouais. Donc j'arrive en premier semestre de droit et en vrai je m'en sors bien. Genre ça m'intéresse et tout, l'histoire même parce qu'on fait beaucoup d'histoire et moi je suis un passionné d'histoire en premier semestre de droit. Et le problème, c'est que je me sens un peu déphasé dans le sens où bah, très vite on se fait des premiers amis, une première bande, et chacun se dit bah, tu veux faire quoi? Moi je veux faire avocat, moi je veux faire procureur, je veux faire juge. Toi, Ali, tu veux faire quoi? Moi je veux faire scénariste réalisateur. Et il y a un petit moment, il se demande Ouais. mais what the... qu'est-ce que tu fais là? Et en parallèle, je commençais à écrire vraiment des vrais premiers scénarios de long métrage. Ouais, un peu plus sérieusement que les bandes dessinées dans ta Ouais, chambre. vachement plus sérieusement, parce que c'est là où il y a une sorte d'univers qui s'est formé. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais petit, j'imitais les films que je voyais au cinéma. C'est-à-dire que j'étais un gros passionné de stop motion. En fait, je faisais dans ma chambre, voilà, je prenais mes figurines, une photo, deux photos, trois photos, je faisais bouger le bras de la figurine, et ça faisait une sorte d'animation, quoi. Et donc, je faisais des films comme ça, et généralement, c'était genre Avengers, Spider-Man. Plan par plan, en fait, je refaisais les films que je voyais et qui me faisaient kiffer. Et donc c'était un univers qui était très loin de moi. C'est-à-dire que quand j'écrivais des choses, c'était bah ouais, un truc de super-héros, de fantastique, toujours un adolescent qui a un super pouvoir. Et c'est quelqu'un qui s'appelle genre Mike, qui habite aux Ouais. États-Unis, dans le New Jersey, et tout et tout. C'est Ce toujours ce truc-là. ce qui t'a fait kiffer quand t'étais petit, quoi. C'est ça, mais en fait, au final, qui est loin de moi, de ce que je suis, de ma culture, même de la France tout court, c'est pas la France, quoi. Et donc, arrivé à ce moment-là en terminale et en début d'année de fac, à un moment donné, je me suis dit, voilà, je veux raconter ce que je suis. Et moi, c'est vrai que depuis petit, euh, en fait, moi, je suis binational, c'est-à-dire que j'ai la nationalité française et la nationalité algérienne. Ouais. Et depuis que je suis enfant, on va tous les étés en Algérie. On fait les un mois, quand j'étais petit même plus et tout. Et donc, et j'ai toute la famille de mon père qui est là-bas. Et donc, c'est un pays, vraiment, je suis très attaché. Et j'ai toujours, voilà, je me suis toujours senti au milieu, en fait, entre la France et l'Algérie. Et c'est quelque chose, voilà, qui se ressent dans la vie de tous les jours. Et là, je m'étais dit, j'avais envie de le mettre en fiction. C'était au cours d'un été, en fait, c'est l'été entre le bac et la rentrée à la fac que j'avais pensé à un premier long métrage qui s'appelle L'étranger, qui raconte en fait l'histoire d'un enfant qui fuit la guerre civile algérienne dans les années 90 parce que son père, en fait, est un grand chanteur de rail assassiné par les islamistes. Il part en France avec sa mère et il revient, en fait, 20 ans plus tard, et il se confronte un peu aux fantômes de la société. Donc là, il y a eu un vrai saut on va dire, de maturité même dans le Ouais. récit. Il y a un vrai contexte historique, etc. Et comment on fait pour... parce que le scénario, on le voit pas. Quand on regarde un film, on voit pas comment le scénario est écrit. Et l'écriture d'un scénario, c'est pas du tout la même écriture. Une écriture littéraire, quand on Pas du lit tout, un ouais. roman, etc. Comment tu fais? Tu t'es entraîné, t'as essayé de fouiller des scénarios quelque part, un truc comme ça, Alors, pour imiter? Dans un premier temps, ouais, c'était ça. C'est vraiment, je suis parti dans les bons. Il y a des sortes un peu de sites qui offrent des scripts gratuitement, etc. Et c'est là où j'ai vraiment recopié. Après, c'est vrai que par exemple, pour un début, un scénario de long métrage, généralement, on n'écrit pas voilà, les 190 pages, Non, je sais pas. ouais. Mais ce qui fait qu'il y a finalement, on fait des résumés détaillés et ça ressemble beaucoup à un peu un résumé de roman, quoi. Il y a quelque chose vraiment où au final, c'est beaucoup plus littéraire que à l'arrivée où il y a le script et là c'est vraiment très visuel et c'est vraiment un document technique de tournage. Donc là-dessus, je m'en suis sorti, je m'en suis bien sorti. Ouais. Et ce qui m'a permis d'arriver à ce premier scénario de long métrage, c'est que pendant les années lycée, j'ai lu en fait les livres un peu, les classiques de la dramaturgie. Que ce soit l'anatomie d'un scénario de John Truby Ouais. ou Story de Robert McKee. Ça, je les ai lus quand j'étais en première, terminale. Et donc, ça m'a énormément aidé. Et en parallèle au lycée, je commençais enfin à quitter la stop motion, c'est-à-dire mes figurines, pour filmer mes potes. Et là, faire on va dire des vrais courts-métrages Ouais. en prise de vue réelle, quoi, on va dire quasiment. Et donc après, bah, en droit, je continue à écrire L'étranger, avec cet objectif en fait de faire un résumé de 6 pages avec une note d'intention. Et à cette époque-là, c'était un peu l'ouverture de la plateforme Paper to Film,
qui est en gros, on envoie un scénario, il y a un comité qui le lit. Oui. Et ils mettent en lien avec des producteurs. Donc moi, c'était mon objectif. Je me dis, bon, bah voilà, je regarde en plus, il y a des gens qui ont fait des études de cinéma. Je me dis, bon, ils doivent savoir c'est quoi un mauvais scénario, c'est quoi un bon scénario, quoi. Et, euh, et donc, à un moment donné, j'ai dit à mes parents qu'en droit, bah, en vrai, ça me va plus. Je sèche de ouf, j'en ai plus rien à faire parce que moi, c'est le cinéma. Et dans mon temps libre, je vais au cinéma et je suis en mode, en vrai, je veux faire partie de ce monde-là. Ouais. Et je me suis dit, j'ai même pas envie d'attendre la Fémis en fait. J'ai envie d'y aller là. J'ai envie. Et limite, moi, je m'en souviens qu'à ce moment-là, mon rêve, c'était juste de pas faire la fac, de pas faire les cours et juste expérimenter, faire des courts-métrages avec ma caméra. Mes parents, ils m'ont dit, c'est mort. En gros, ils m'ont dit, t'arrêtes le droit parce que tu veux plus, c'est très bien. Mais du coup, tu vas aller en histoire. T'aimes bien l'histoire. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Et peut-être ils se sont dit, il va aller en histoire, peut-être il va kiffer l'histoire, il va vouloir y rester. Mais on me parlait aussi d'aller faire des licences d'anglais, parce que j'aime bien l'anglais aussi. Et moi, j'étais en mode, oui, mais c'est mort. Je vais finir par dire non à tout au final. Donc, c'est pour ça qu'en janvier, en fait, c'est même pas une année. Ok. C'est en fait en les janvier. C'est ça. J'ai fait qu'un semestre de droit. Je suis allé en histoire. Moi, je suis vraiment un passionné d'histoire. Genre, vraiment, j'aurais pu faire prof d'histoire, tu vois, dans un autre monde. Mais le cinéma, c'est vraiment mon truc. Et donc, je m'en souviens, j'ai fait genre un cours d'amphi, juste un cours d'amphi. Et après, pareil, je rebelote, je sais, je truc et tout, je pense qu'au cinéma. Et j'envoie l'étranger à Paper to Film, qui l'accepte. Donc là, je suis en mode, ah ouais, en fait... Il y a un espoir là. Parce que ouais, et en vrai, autour de moi, les gens qui avaient lu, ils avaient vraiment kiffé. Mais moi, je me suis dit... c'est les proches, c'est ça. C'est les proches. Et là, c'est accepté. Donc, je me dis, waouh, je sors juste de la terminale et tout. Et en même temps, je passe, donc je fais vite fait le tour des écoles privées, parce que je suis en mode, en fait, je peux pas attendre la Fémis, je veux là tout de suite mettre la main dessus, quoi. Et donc, je me dirige vers 3IS. Ok, ouais. Et là, je vais avec mes parents à 3IS. À ce moment-là. Et donc, il y a eu une longue négociation avec mes parents, parce que faut savoir que en fait, il n'y a pas de règle pour aller dans le cinéma. C'est énormément de stratégie. Et c'est énormément aussi, c'est énormément, je dirais pas de chance, mais ça dépend aussi beaucoup d'où on vient et d'où viennent nos parents et où en sont nos parents. Moi, j'avais de la chance, mes parents étant enseignants, etc., d'arriver à une situation où ils peuvent se permettre en fait, d'accepter de faire un prêt. Ouais. Tu vois, un prêt, parce que les écoles de cinéma, c'est un gros coût. Et même si j'ai dû le négocier aussi. Et en me disant, les écoles privées, je vais avoir de la culture générale, je vais pratiquer, je vais faire des stages surtout, si je suis obligé d'y aller là. Ouais. Et donc, au final, ils ont fini par accepter, en mode, bon, tu sais quoi, vas-y, de toute façon, ça fait depuis que je suis petit, je leur casse la tête avec ça. Donc, j'ai passé le concours de 3IS et j'ai été accepté. Ouais. 3IS, juste pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est Institut International de l'Image et du Son. C'est ça. Et donc, tu es là-bas de 2019 à 2022. Et tu sors major de promo, donc ça change de la fac où tu séchais. J'ai vu ça que tu étais sorti major de promo. Grâce sur mon CV, de ouf. Ouais, et du coup je me suis dit le progrès est fou parce que il s'est réorienté 2 fois en droit en histoire et là ça prouve que c'est vraiment ce qui te plaisait, ce qui te passionnait, tu te sentais bien quoi. Exactement, et en vrai le cinéma ça a toujours été ça dans le sens où à l'école, tu vois par exemple, à l'école, au lycée, au collège, alors plus au lycée qu'au collège, j'étais bon. Enfin, dans le sens où, tu vois, je tapais... Au collège, c'était plus dur. Mais au lycée, et fin collège, début lycée, je tapais genre dans les 12-13. Ouais, t'avais trouvé la strat pour et tout, pas faire grand-chose, mais... me permettre de choisir les matières, tu vois. Genre, je t'envoie ça, vas-y. Tant que je suis dans les 12, tu vois, 12 et pas en dessous, ça va. Mais du coup, il y avait toujours plus chaud, et d'autres plus en difficulté. Et moi, mon rêve, ça a toujours été d'être parmi les plus chauds. J'ai envie que les enseignants me voient comme quelqu'un qui mène un peu la classe et tout. J'avais vraiment ce complexe-là. Et moi, c'est vrai que le cinéma, comme je le faisais à la fois au début en cachette, et ensuite, quand je l'ai montré aux gens de ma ville, de mon lycée et tout, personne, en fait, n'avait tenté de faire du cinéma. Forcément, je les impressionnais tous. Et donc, il y a ce truc où tu arrives aussi avec une confiance. Là, tu te crées une confiance que peut-être tu n'as pas ailleurs. Ouais. Et donc, quand j'arrive à 3IS, je suis en mode purée, là, je vais être dans mon élément de ouf. Je vais être vraiment dans mon truc. Et donc, je rentre à 3IS et
ça a été vraiment 3 années super dans le sens où, même s'il y a plein de choses à redire, hein, mais où j'ai pu en fait découvrir l'histoire du cinéma Ouais. et en fait pallier à un manque de culture. C'est pas juste aller au cinéma tout seul, c'est là, il y avait des vrais Ouais, experts, entre guillemets. c'est ça, dans le sens où voilà, on parle de genre, de mouvement artistique, on se cultive énormément. Ouais. Il y avait des cours d'histoire de l'art, des cours ouais, de dramaturgie, de mythologie, d'art visuel, vraiment, de comment tu cadres un plan et tout. Et forcément, bon, c'était un cursus général, donc il y avait plein de choses qui me faisaient chier. Et donc ça, c'était cool, parce que ça me permettait de savoir vraiment ce que j'aime ou non. Et donc toute la technique, l'image, à part le montage, parce que j'en faisais dans ma chambre, ça me plaisait. Mais je continuais à avoir vraiment un kiff du scénario. Ouais, et puis t'as appris plein de choses du coup, C'est ça, niveau technique, etc. exactement. C'est trop cool. Et en 2023-2024, pour finir un peu sur ton cursus d'études, donc tu fais un cursus écriture et création de séries à la Fémis. Je me suis noté, est-ce que quelqu'un t'avait parlé de la Fémis, comment t'es arrivé là-bas? Mais en fait, c'est toi-même. Du coup, C'est tu ça. m'as dit c'était ton ambition depuis longtemps. Exactement, mais pas cette formation, précisément. Ok, En fait, c'est à la fin de 3IS où en fait, je me spécialise en scénario pur parce que je sais qu'en sortant de 3IS, je ne vais pas être un réalisateur à temps plein. Je sais que je ne vais pas travailler en tant que réalisateur et gagner ma vie. Donc ma stratégie, c'est pour ça que j'insiste toujours que c'est toujours une question de stratégie, ma stratégie, ça a été de me dire, faut que j'aille dans une filière qui va me donner un emploi où je vais être proche du scénario. ouais. Et donc, je m'étais dit, c'est chargé de développement. Donc, chargé de développement, c'est accueillir les projets, faire des fiches de lecture, faire des retours sur les scénarios. Je me suis dit, pour un amoureux du scénario, un pur scénariste, Tu faut fais y ça aller. toute la journée, C'est tu ça. lis. Exactement. Donc, en troisième année, à 3S, je vais en scénario, en écriture, et je donne tout pour avoir un stage en développement. Et donc, c'est chez Itinéraire Production que j'atterris, Mm. où je passe les entretiens, justement, des fiches de lecture. Donc, je rencontre vraiment une équipe formidable. Pierre Loger et Anthony Lancré, les fondateurs, les producteurs, les associés. Lola Manaï et Juliette Lassalle, qui sont directrices littéraires et productrices artistiques. Donc, je rentre dans cette équipe, passionné par ce qu'ils font, parce qu'il y a à la fois HPI et Ousekine. Ouais. Et moi, je me souviens, j'avais vu Ousekine, j'avais adoré. Et il sortait de la saison 2 de HPI qui confirmait le carton de cet Ouais, univers. oui. Et donc, à l'entretien, je leur dis, moi, j'aimerais bien faire la Fémis. C'est-à-dire que là, je savais que 3IS, ça ne me suffisait pas. Je leur dis, voilà, là, c'est mon stage de fin d'études. Après, j'aimerais faire la Fémis ou le CEEA, le Conservatoire européen. Je l'ai t'as je l'ai capté. pas. Oui, T'as je l'ai pas. capté. Personne là, de toute façon, tout le monde dit CEEA, donc bref. Et c'est là, à l'entretien, où on parle plutôt de la formation écriture et création de séries Mm. qui te fait rentrer vraiment dans l'industrie. Vraiment, et même si tu veux faire du cinéma après et tout. Et donc, c'est comme ça que je suis allé vers cette formation. Et en fait, entre les deux, donc entre 3IS et la Fémis, il y a eu cette année chez Itinéraire Production, qui a en vrai tout changé. Et du coup, donc là, c'est plus une boîte de prod qui fait pas mal de séries, Exactement. qui fait que ça ou ils font aussi d'autres choses? Alors là, je sais qu'ils passent aussi au long métrage de cinéma. Ok. Mais à la base, c'est C'est les séries. c'est les séries. C'est une boîte de prod affiliée à UGC, séries. Et donc, ouais, avec une conviction, moi, qui me parlait beaucoup, c'était à la fois d'avoir du blockbuster, de divertissement intelligent, hyper ambitieux, qu'on peut voir en famille, Ouais. comme HPI, Ouais. et d'avoir vraiment, de porter des vraies visions d'auteur, des vrais regards hyper intéressants, importants. Ouais, des comme projets avec de Ousekine. genre un peu. C'est ça, exactement. Et d'avoir à la fois du drame social comme Ousekine, de la série d'auteurs, et de l'autre côté du blockbuster, comme là aussi ils ont fait avec Flashback. Et moi, ça me parlait, parce que c'était aussi, moi, mes envies, même en tant que scénariste, de pouvoir alterner entre ces deux formes de récits, d'objets, quoi. Et du coup, ouais, tu as travaillé en tant que chargé de développement sur ces séries qui sont diffusées sur TF1. Et du coup, à quel point et à quelle étape est-ce que tu interviens du coup dans l'écriture de ces séries en tant que chargé de développement? Alors ça, c'est vraiment passionnant. Il y a à la fois, ça peut intervenir à plein d'endroits différents, dans le sens où
Ben, je reçois tous les projets que n'importe quel scénariste envoie, je lis, là j'ai un coup de cœur, j'en parle avec les directrices littéraires, elles en ont aussi, on défend ça au prod, et là ça part en développement, on rencontre les scénaristes, etc. Et moi pour l'instant je suis toujours là, quoi. Donc là c'est vraiment, je peux arriver au début, soit comme quand je suis arrivé, c'est que il y a des séries qui sont pas encore conventionnées avec des diffuseurs, donc il n'y a pas pour l'instant de plateforme ou de chaîne, ou soit il y avait d'autres séries, quand je suis arrivé, c'était clairement le cas. Et donc j'interviens à chaque nouvelle étape du scénario. Ok, ouais. Que ce soit la première étape qui est la Bible, donc voilà, là où il y a vraiment, c'est un peu Tout. le mode d'emploi de la Ouais, série, ouais, quoi, il y le a concept, les personnages, etc. Les arches, donc le déroulé de la saison, qu'est-ce qui se passe concrètement, les épisodes dialogués, les séquenciers, et c'est sous forme vraiment, les scénaristes envoient un doc, on met ça sur un Google Doc, chacun fait des commentaires en marge, ensuite on rencontre. Donc on fait un rendez-vous avec les scénaristes et là on leur fait les retours. Donc il y a tout aussi une méthodologie de retour, de commencer Ouais. par le positif, ensuite le négatif, etc. Et c'est ce qui m'a permis en fait de rencontrer des scénaristes de ouf qui font la série et moi aussi de découvrir l'industrie, comment elle fonctionne. C'est-à-dire Ouais. qu'est-ce que les plateformes cherchent, qu'est-ce que les chaînes cherchent concrètement pour pouvoir leur proposer des choses qui leur conviennent. Et donc à ce stade-là, je faisais ça. Je pouvais aussi me permettre par moment de créer une sorte de direction artistique pour les Bibles. Donc aller chercher des visuels, se dire voilà, c'est quoi un peu l'univers visuel de notre série, en allant chercher des références, rencontrer des jeunes scénaristes pour savoir un peu voilà, quels sont leurs univers. Essentiellement des scénaristes, c'est ça que j'ai remarqué, et c'est ce qui a un peu guidé la suite, essentiellement des scénaristes qui sortent du CEA ou de la FEMIS. Et je voyais, tu vois, genre j'étais au taf avec eux, je fais, ah ouais, lui, il a fait quoi avant. Ah oui, c'est un scénariste qui sort du CEA. Ok. Ah oui, c'est un scénariste qui sort de la Fémis série. Ok, d'accord. Je vois, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de passer les deux concours. Ok, ouais. D'accord. Et j'ai eu les deux, et après, j'ai choisi la Fémis. J'ai décidé de partir à la Fémis. Et c'est à ce moment-là aussi où il y a eu la vraie passion pour les séries, en fait. Ça s'est vraiment Ouais. confirmé à ce moment-là. Et- C'est de se ouais. dire, en fait, il y a le cinéma et il y a l'industrie de la série, et les deux secteurs offrent des choses qui peuvent être différentes. Et donc, c'est un espace de plus pour créer, un espace de plus pour raconter d'autres formes d'histoire. Je me suis dit, c'était assez kiffant, quoi. Mais toi, en tant que chargé de développement, du coup, est-ce que c'est compliqué d'être objectif? Parce que du coup, forcément, il y a quelque chose qui touche quand tu choisis un projet. Et est-ce que des fois, la boîte de prod ou la chaîne de télé te demande des critères il faut que ça rentre dans la série, certains critères, et tu es d'accord avec, pas d'accord? Alors, en gros, là où il peut y avoir ce genre de situation, c'est plus, dans la série, dans l'industrie de la série, on va te demander d'être assez pragmatique. Dans le sens où il y a des tendances. C'est un marché qui a des tendances. Par exemple, moi, je suis arrivé à un moment, donc en 2022-2023, où la science-fiction, c'était terminé. Genre vraiment la science-fiction, Ouais. ils avaient essayé, les spectateurs n'étaient pas au rendez-vous, l'historique aussi. Et donc là, parfois, tu te retrouves avec des scénaristes qui t'envoient un projet qui a l'air vraiment super. Tu te dis, ah, moi je le regarderai. Et par contre, je sais que personne va nous l'acheter. Genre, il y a ce truc un peu c'est vraiment, tous les gens nous disent que no way, tous les diffuseurs, là, c'est vraiment pas ce qu'ils recherchent. Donc forcément, il y a moins côté. Alors après, bien sûr, tu peux quand même y croire et tu te dis, bah écoute, on va rencontrer les scénaristes, on va leur proposer peut-être une nouvelle direction sur leur projet, comment peut-être réinventer la SF, comment trouver un pas de côté. Ils aiment beaucoup ce terme-là, comment trouver un pas de côté. Ok. Mais du coup, c'est des risques. Et c'était aussi une perte de temps. Et donc, il y avait ce côté-là où des fois, tu te dis, ah, en vrai, c'est bien, mais tu peux le vendre à personne. Mm. Et donc, c'est surtout dans ce cas de figure qu'il peut y avoir ce genre de réflexion. Sinon, sinon, c'est énormément, oui, de retours de diffuseurs avec lesquels tu n'es pas d'accord. Mais tu dois délivrer la série, il faut que tu avances. Et donc, parfois, tu essayes de te battre sur certains éléments. Et finalement, enfin, tu peux pas gagner. Ou il faut faire des compromis.
que ce soit même plus tard au niveau du casting, etc. Et souvent, c'est les gens qui arrivent avec des séries, c'est plutôt des scénaristes, des réalisateurs, c'est des Alors, boîtes de prod. La majeure partie du temps, c'est des scénaristes. Ouais. C'est vraiment des scénaristes. Ok. C'est-à-dire que comparé au cinéma et au court-métrage, l'industrie de la série, euh, c'est vraiment l'endroit de jeu du scénariste. Vraiment, le scénario, c'est le cœur de tout. On va pas forcément chercher l'univers de quelqu'un, un regard comme dans le cinéma. On va vraiment chercher des techniciens, des vrais dramaturges. Et donc, généralement, c'est des scénaristes qui arrivent, ou soit c'est des scénaristes qui sont accompagnés d'un réal. Ok, ouais. Et, ou soit voilà, des réals qui sont accompagnés de scénaristes. Vraiment, la figure du scénariste Ouais, est très ils importante. travaillent ensemble. Et très dissociée, ouais, c'est ça. Et est-ce que ça arrive souvent que les scénaristes écrivent précisément pour un réalisateur ou pour un acteur? Ils Ouais. disent, moi j'arrive avec ce projet, mais par contre je veux que ça soit un tel ou un tel qui joue dedans. Bien sûr, bah, en fait, surtout, c'est un avantage dans le sens où c'est une industrie, c'est un marché. Donc, c'est des gens qui doutent, qui ne savent pas ce qu'ils font. En fait, il n'y a pas de règles sur ce qui fonctionne et sur ce qui rapporte. Par contre, il y a quelque chose qui rassure, c'est les grands noms. Ouais. Donc, quand tu es scénariste et tu arrives avec un acteur un peu connu, un réal qui a fait des choses, qui a prouvé des choses, là, tu sais que ton dossier, il a plus de poids. Parce qu'on se dit, ok, en fait, c'est un peu ces genres de calculs. Ok, donc lui, le réal, Ça va il apporter a fait tant ce d'audience. truc-là, il a fait ce long métrage-là qui m'a pas mal marché. Ouais. Ah, l'acteur, il peut ramener tel genre de public et tout. C'est ça. C'est ce qui se passe un peu pour les séries sur TF1 parce que voilà, les séries sur TF1 elles ramènent des stars et c'est ce qui fait l'audience. Donc il y a un côté aussi économique. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois réfléchir aussi et c'est pas forcément le plus kiffant, je pense, dans ton boulot? Bah, en vrai, c'est tout un enjeu en soi Ouais. et qui est pris très au sérieux. C'est de se dire, faut que cette série ait le plus de monde qui le voit. Et ce qui a été intéressant quand j'étais chez Itinéraire Production, c'est apprendre toute la stratégie derrière le casting, de se dire, voilà quoi, les spectateurs, ils sont tous très différents et pour un même projet, ils viennent pas pour les mêmes raisons. Il y en a qui viennent pour le genre, il y en a qui viennent pour tel acteur secondaire, par exemple, je sais pas moi, il y en a qui vont venir dans un même produit, il y en a qui vont venir pour Cadmerade, d'autres qui vont venir pour François Civil. Ouais. C'est vraiment Et donc, c'est de se dire, ok, comment chaque personnage, comment le casting, on va le penser en se disant, cet acteur-là, il peut nous ramener tel public, genre les plus de 60 ans, nostalgique de je ne sais quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment l'acteur qui ramène les jeunes. Ça, c'est vraiment de se dire, ok, c'est une vraie stratégie qui est prise au sérieux et qui est, je trouvais, hyper intéressant de penser le casting comme ça aussi. Ouais, faut le voir dans la globalité en fait. C'est ça. Et justement, donc il y a ce côté un peu où on cherche à ramener le plus de public possible avec des acteurs pour plaire au grand public, mais il y a aussi des enjeux de genre et une réflexion un peu plus artistique et d'écriture. Et c'est un peu ce qui se passe dans Flashback parce que quand on le regarde, il y a à la fois ce côté grand public avec Michael Youn, mais il y a aussi quelque chose derrière avec un peu plus de réflexion, par exemple les combats identitaires qui sont apparus, parce qu'en fait, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est une policière qui vit dans notre époque et elle retourne dans les années 90, 94 exactement. C'est ça, en 94 exactement. Et en fait, c'est marrant parce que très subtilement, mais on montre par exemple l'apparition de la conscience écologique, du féminisme, etc. Les combats identitaires, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi à écrire et à voir dans les séries, au-delà aussi de juste analyser un casting et voir combien ça va rapporter, C'est quoi. ça exactement. Mais c'est là où moi j'avais adoré Flashback et pour l'anecdote, en fait, quand je passais les entretiens, je devais faire des fiches de lecture sur la Bible de Flashback. Je me souviens, j'avais lu, j'avais vraiment aimé. Parce que je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire qu'en France, savoir que dans la série, le genre qui prédomine à l'échelle nationale, c'est le polar. Les Français sont fans de polar. Et on Ouais. le voit aujourd'hui, c'est le jeudi soir, c'est le soir du polar. Ouais, le suspense. TF1, France 2, c'est ça, c'est vraiment... chaque épisode dans un polar, chaque meurtre, révèle en soi une thématique sociale. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Dans HPI aussi, ils le font. Mais là où Flashback, c'est hyper frais, c'est que
on arrive à un moment où on se demande comment réinventer le polar. C'est-à-dire que là, on a eu vraiment une sorte de, voilà, de rise du polar avec HPI en Ouais. tête, etc. C'est quoi le polar d'après? Et je trouvais ça hyper intéressant de se dire que Flashback arrive à twister le truc avec de la science-fiction, en se disant, ah là, va y avoir du voyage dans le temps, mais ce n'est pas gratuit, parce que c'est au service d'un propos de se dire, on va confronter deux époques, donc deux regards, donc deux manières de penser les choses. Et c'est là où la thématique sociale, qui est toujours au cœur des épisodes de Polar, là prend en densité, et c'est toujours intéressant de faire le point sur sur la société française, de se dire, on est très nostalgique des années 90. Ouais. Comme on est très nostalgique, enfin, dans la vie de tous les jours, la nostalgie a tendance à effacer les mauvais moments. Et donc là, dans Flashback, ce que je trouve intéressant, c'est que la nostalgie efface complètement la face cachée de son père, qui Oui. est vraiment un gros sexiste, raciste, homophobe et tout. Et donc, je trouvais que là, il y avait une vraie thématique au cœur de cette série et qui se déployait partout chez les personnages, Ouais. dans le concept, dans la structure. Et c'est ce qui fait, je trouve, que ça a aussi trouvé son public. C'est que c'est très universel. En même temps, ça mélange des genres, donc c'est rafraîchissant et c'est fun, tout en étant profond, comme tu dis. Donc, c'était le pari gagnant depuis le départ. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est universel parce que bah moi je l'ai vu, voilà, j'ai 19 ans, mais je suis sûr qu'il y a des gens beaucoup plus âgés ou des plus jeunes à qui ça peut parler. Forcément, ça sera pas les mêmes choses, ils vont pas être touchés par les mêmes choses, mais c'est une série qui peut toucher le plus de public possible. C'est ça. C'est ça qui est trop cool et c'est ce que tu recherches un petit peu. On peut le regarder en famille, quoi. Et moi, quand j'étais chez Itinéraire Production, donc ça, c'est une série qui a été portée aussi par Lola Manaï, qui est donc productrice artistique de cette série. C'est elle qui m'avait Ouais. recruté. Et donc ensemble, en fait, voilà, j'ai pu, à chaque version du pilote, des épisodes, faire des retours. Et ensuite, comment ça marche, c'est que tu as ce qu'on appelle les directeurs de collection, ou les directrices de collection. C'est un peu une sorte de, comme on dirait, mais de manière assez bâtarde, c'est que c'est des showrunners. Parce qu'en vrai, en soi, les showrunners, c'est encore un autre truc. Donc, il ou elle gère vraiment, coordonne l'écriture de la série, en écrivant généralement soit le pilote, soit les 2 premiers épisodes, et ensuite il ramène des scénaristes dans une room. Et donc dans le polar, c'est que le recrutement se fait comment? Par exemple, sur 8 épisodes, tu as les directeurs et directrices de collection qui écrivent les 2 premiers. Ensuite, tu as des scénaristes qui viennent pitcher des enquêtes. Ils viennent pitcher des enquêtes. Ouais. Voilà, donc moi je pitch une enquête sur la reine du boys band, comme il y a dans la saison 1 de Flashback. Donc les directeurs et les directrices de collection, qui sont genre généralement créateurs de la série, ils lisent les pitchs, etc. Ils font une phase de recrutement et ensuite on choisit, donc ça j'ai pu le faire aussi pendant la saison 1, on choisit les pitchs. On choisit les pitchs et ensuite bah, il y a ces jeunes scénaristes, ou même pas jeunes du tout, qui rejoignent l'écriture de la série. Et c'est comme ça qu'ensuite ça devient collégial. Ouais, Et, c'est ça, parce que pour expliquer un petit peu que, en fait, dans chaque épisode, il y a une enquête. Exactement. C'est pas une série, enfin, il y a une histoire tout du long, mais il y a une enquête par épisode. Donc, c'est le format bouclé. ouais, C'est c'est ce ça. qu'on appelle le format bouclé, comparé au feuilletonnant. Ouais, C'est ok. ça. Et pour parler un peu plus du métier de scénariste de manière globale, je me posais une question. Est-ce que ça, parce que là, tout le travail que tu nous expliques depuis tout à l'heure, ça se passe dans un bureau, Ouais, en c'est gros. ça. Mais est-ce que ça arrive que le scénariste soit présent sur un plateau de tournage? Oui, ça arrive énormément. Ouais. Moi, c'est vrai que euh, en tant que chargé de développement, étant dans la boîte de prod, etc., j'ai pu aller par exemple sur le tournage de HPI, etc. Mais c'est vrai que très souvent, il y a des scénaristes, créateurs de la série, les directeurs de collection notamment, qui sont présents sur le plateau. Pas tout le temps, mais en fait, s'ils le désirent, bah, ils peuvent être très bien accueillis. Ouais. Dans le sens où il y a il y a des fois même du travail à faire sur le tournage. C'est-à-dire des scènes à réécrire, on voit que ça marche pas, notamment sur les quotidiennes, comme Plus belle la vie, Demain nous appartient, et Ici tout commence. Il y a vraiment des scénaristes plateau, Ouais. vraiment un rôle, une fonction. Euh, Mais du coup, ça doit être trop cool de pouvoir voir ces idées que tu as écrites ouais. et de les voir bah, là dans la caméra, sur un plateau, que tout le monde sait faire autour d'un truc, une idée que tu as eue à un moment. Ouais, et- c'était complètement dingue. Moi, c'est vrai que j'ai pu, à travers aussi Mercato, Ouais. qui était sorti. Moi, quand je suis arrivé, c'était le début
du casting, de l'écriture, et j'ai vraiment vu la série se créer, c'est-à-dire qu'elle a été créée très très vite. Et donc j'ai vu vraiment tout prendre forme sous mes yeux, c'est-à-dire que voilà, quand je lisais les scénarios, il y avait voilà, certaines arènes, certains personnages, et les voir prendre vie, c'était vraiment quelque chose, et c'était vraiment passionnant, et c'est là où Itinéraire Production a énormément de chance, c'est qu'ils créent énormément, ils arrivent vraiment à créer, et il y a beaucoup justement de boîtes de prod, etc., même de scénaristes qui peuvent s'enterrer dans des développements très longs, et c'est des fois très dur de fabriquer. Alors eux, ils sont vraiment dans la fabrication, et c'est magnifique. C'est Mais magnifique. on connaît un petit peu la durée de construction d'un long métrage. Enfin, il y a des exceptions, mais de l'écriture, le tournage, on sait combien de semaines ça dure, le montage, etc. Une série, c'est beaucoup plus long. On dit généralement qu'une série, il faut compter 3 ans, si tout se passe bien. Ok. Vraiment, 3 ans, si tout se passe bien, et dans le sens où, on va dire, tu comptes une sorte de première année où juste entre prod et scénariste, vous développez l'idée, la Bible et tout. Ensuite, si tout le monde est content, à la fin de cette année, on va dire, ou de ces 6, à la fin de ces 6 mois, il y a un diffuseur qui est prêt à développer la série avec vous, genre en Netflix ou en TF1. Ensuite, il y a genre 1 an d'écriture des épisodes, d'écriture des arches, de casting, etc. On compte ensuite 1 an de tournage et de post-prod. Ouais. C'est 3 ans. Et là, c'est vraiment 3 ans qui se passent très très bien et ça va. Et ça avance plutôt pas mal. Ouais, c'est qu'il n'y a pas d'accro, etc. Et une série, ça s'écrit épisode par épisode, ou alors est-ce que c'est une histoire tout du long et tu découpes un peu au milieu En pour faire gros- des épisodes? En gros, au départ, t'écris le pilote et les arches. C'est-à-dire que tu montres très bien comment ça commence. Et ensuite, voilà, donc sous forme de dialogué et tout, comme un script prêt à être tourné. Et ensuite, tu as un document, un gros document, généralement, qui est pas évident, où là, tu résumes épisode 1, du coup la suite, épisode 2, épisode 3, épisode 4, épisode 5, épisode 6, où en résumé, tu racontes ce qui se passe dans chaque épisode. Et ça, c'est les arches. Et donc, généralement, une fois que ton pilote et les arches sont validés par la chaîne, la plateforme, là, tu pars et donc avec tes équipes de scénaristes, tu écris précisément les dialogués de chaque épisode, puisque ce qui s'y joue, de toute façon, a été validé dans les arches. Donc, et avant ça, il y avait la Bible, où la Bible, c'est plus, on présente comment ça commence, où est-ce que vont aller grosso modo les personnages. Mais le cœur de ce que sera la série, c'est énormément en fait le pilote et les arches. Donc tout ça, c'était le métier de scénariste, mais tu as aussi un peu une double casquette, parce que tu as réalisé des courts-métrages, et on va parler de La Bête de la Tour, qui est un court-métrage Ah oui. que tu as réalisé, que tu as fait entre potes, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que donc moi je viens de Fresnes et je trouve que c'est vraiment un vivier de talent. Vraiment, je suis dans un lycée où il y en a qui sont sortis directrices de casting, designers dans la mode, rappeurs, acteurs, influenceurs. C'est vraiment, il y avait un vivier incroyable. Et moi, j'ai un peu ma bande de potes depuis le collège, depuis le lycée, que j'ai vraiment entraîné dans le cinéma. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un peu genre le galérien qui se lançait là-dedans. Eux, ils étaient genre dans leurs études et tout. Et petit à petit, dès qu'il y en avait un qui un peu se posait la question de ce qu'il ferait, est-ce qu'il changerait pas de vie et tout, j'étais en mode, bah, viens faire du cinéma. Ouais. Et c'était le cas de mon ami Lionel Etundi, que Ouais. vous pouvez retrouver dans la série Le Beau Geste, qui est là actuellement à la FEMIS en première année image, qui m'a rejoint dans l'aventure. Ensuite, il y avait mon pote Sofiane Métir, qui lui est dans l'acting, Matteo Donini dans l'acting aussi, et mon pote Brian Delez, qui lui est plus du côté marketing. Ouais. Voilà, de travailler l'image, Ok, ouais. etc., du groupe. Et très vite, c'était pendant le Covid, on s'était dit, bah, en vrai, pourquoi on ferait pas une sorte de collectif qui s'appellerait Le Topic. Et comme ça, on peut s'entraider, construire des projets, etc., avec toujours une volonté de tout faire ensemble et de pouvoir grimper l'échelle et arriver dans le monde du cinéma tous ensemble. Ouais. De la même manière qu'un collectif comme Courtrage Mai. Et donc La Bête de la Tour, c'était un court-métrage que j'avais pensé depuis un bon moment quand j'avais cette idée-là, un peu, bah, notamment dans Le Beau Geste, on voit cette tour où Ouais. j'imaginais au dernier étage une sorte de loup-garou, de monstre, de bête.
Et j'avais cette image très visuelle de jeunes qui montent en haut de la tour et qui trouvent un monstre, qui trouvent une bête et précisément un loup-garou. Mais j'avais pas le fond, en fait. J'avais pas le fond encore de ce que ça pouvait raconter, etc. Et quand j'ai passé le CEA, je m'en souviens que là, j'ai pensé ce court-métrage-là, en me disant que là, je vais Un peu raconter plus en une histoire. profondeur, C'est ça. Et donc, c'était un plus long court-métrage que même que La Bête de la Tour d'aujourd'hui. Ça racontait l'histoire de Alia, une fille qui a 12 ans à l'époque et qui est à la recherche de son grand frère, Younes, qui a disparu. Et à l'époque, dans cette version-là du scénario, alors que tout le monde dans le quartier lui dit que son frère est parti faire le djihad, elle est persuadée que non, c'est la bête qui habite au dernier étage de la tour qui l'a dévoré. Et ensuite, elle va se rendre compte, dans une forme de conte un peu fantastique, que cette bête-là, c'est ce qui est devenu son frère. Et donc, c'était parler un peu de la monstruosité de l'humain, en fait, comment l'humain peut devenir monstre et d'où vient ce monstre-là. Les monstres de nos sociétés, d'où viennent-ils? Pourquoi les qualifie-t-on de monstres? Est-ce qu'ils sont nés monstres ou c'est des gens qui sont devenus monstres? C'est toutes ces questions-là en fait philosophiques où je me suis dit et donc après j'ai rencontré donc Jean-Félix De Alberto et Jonas Benayem qui sont deux producteurs de chez Salle Commune, une boîte de production. Et eux étaient juste avant chez Charade, qui est la boîte de distrib. Et avec à la base, comme itinéraire, une envie de se spécialiser en série, mais un besoin qui les a rattrapés de faire du cinéma, de faire des films. Ouais, avec un peu plus de réflexion. C'est ça, et donc ils étaient chauds de me produire, de m'accompagner dans ce parcours-là de réalisation vers le cinéma. Et c'est comme ça qu'on s'est rejoints sur La Bête de la Tour. Avec à la fois mes amis qui étaient dans l'équipe, et à la fois Jean-Félix De Alberto qui m'a produit ce court-métrage, avec là, vu les 2 minutes 20, sorte de recalibrage thématique. Dans le sens où là, il n'y avait plus la question du djihad, mais c'est l'histoire d'une fille qui essaye de convaincre à tout le monde que son frère n'est pas le monstre qu'il voit, mais personne ne veut l'écouter. Et ça finit par couper vraiment la relation qu'elle a avec son frère. Et donc là, c'est plus quelque chose d'aujourd'hui, on va dire, dans le sens où quelque chose de la diabolisation du maghrébin, de l'homme maghrébin, est vu comme un monstre ou raconté comme tel. Et je me suis dit, ça serait intéressant de revenir en fait à La Belle et la Bête, c'est-à-dire de ne pas se fier aux apparences. C'était ce truc-là, les clichés, les stéréotypes et tout, c'est mal. Vraiment, ce truc, je suis allé vraiment dans le basique du conte, la base des bases. Et je me suis dit, en parlant d'aujourd'hui, faire ce court-métrage-là. Et ça a été une expérience super dans le sens où je suis revenu à ce que j'aimais quand j'étais petit. C'est-à-dire que pour parler de mon univers, personnellement, j'ai grandi avec le cinéma américain, vraiment, mais de blockbuster, de divertissement. Donc quand j'étais petit, je regardais énormément James Cameron, les films de James Cameron, genre Titanic, Terminator, Spielberg. Vraiment, ces films de divertissement, de blockbuster comme Marvel, Sam Raimi et tout. Donc j'avais toujours cette envie-là. Et en même temps, j'ai grandi dans la culture hip-hop. C'est-à-dire que j'écoutais du rap, je dansais, etc. C'était vraiment quelque chose qui était présent dans ma famille de par mon grand frère, mes oncles. Et donc le hip-hop, de par son univers, m'a ramené vers les films sur la condition des Afro-Américains. Et notamment un film qui m'a bouleversé, c'est-à-dire que moi, en primaire, j'étais en mode je vais faire du cinéma pour faire Fast and Furious, pour faire des films sur les aliens. C'était vraiment ce truc-là. Un petit peu, et après, je me souviens, j'avais vu Boys in the Hood. Et de John Singleton, qui raconte le parcours de 3 Afro-Américains dans le ghetto de South Central à Los Angeles. Et ça m'a mis une gifle. J'étais en 6e, je m'en souviens, j'avais la gorge nouée et tout. Je me suis dit, waouh, c'est ça le cinéma, quoi. Et vraiment, mais c'était une expérience, je n'oublierai jamais. Et encore aujourd'hui, quand je regarde ce film, il n'y a pas une fois, je ne suis pas ému, quoi. Il n'y a pas une fois, ça me laisse genre estomaqué, sans voix, etc. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. En fait, l'émotion que j'ai reçue là, j'ai envie de la transmettre. Et en même temps, ça me parlait par plein d'aspects parce que chez moi, on parlait énormément politique. Et c'est vrai que l'histoire de ma famille traverse en fait plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ma famille en Algérie et aussi mes grands-parents qui ont fait la guerre. Mes grands-parents étaient vraiment dans la lutte contre les militaires français en Algérie pendant la guerre d'Algérie.
Et en même temps, j'ai la famille du côté de ma mère qui sont arrivés du Maroc au début des années 70, donc dans les premiers logements qui ensuite sont devenus des cités, etc. Ma mère a traversé en fait toute l'évolution de la banlieue parisienne. Donc j'ai tout ça en moi. Et comme on parlait énormément politique à la maison, vraiment, très vite j'ai été connecté par tout ce qui était raconté dans les films américains de Spike Lee aussi. Donc après, j'ai vu Do the Right Thing, Malcolm X. Ouais, j'ai vraiment eu une inspiration très américaine, à la fois dans le blockbuster que dans le film d'auteur. En me disant, moi, plus tard, j'ai envie de mélanger les deux. J'ai envie de faire des films importants, coup de poing, etc. Mais dans leur forme, embrasser vraiment la notion de spectacle. Et donc de choisir des genres codifiés, comme là, c'était l'horreur. Je me suis dit, vas-y, je vais aller à fond là-dedans. C'est ce qu'on ressent. Et que les deux se superposent. C'est pour ça que même l'étranger a pris une forme qui est devenu le chanteur de rail, a pris une forme fantastique. Ouais, mais du coup, pour revenir sur La Bête de la Tour, moi, déjà, je suis content que tu me l'aies expliqué parce que j'avais pas du tout vu cette notion un peu philosophique sur le monstre. C'est un film donc, qui a été fait pour le Nikon Festival. C'est ça. C'est qui a eu l'idée de l'envoyer là-bas? Alors, en gros, moi, quand je suis sorti de la Fémis, il faut savoir que ça faisait 3 ans que j'avais rien réalisé. Dans le sens où j'avais fait 1 an de Fémis, d'écriture de série purement scénario, 1 an chez Itinéraire Production, donc dans le développement, et 1 an à 3IS, ma dernière année, en formation scénario. Donc je n'avais pas réalisé depuis 3 ans. Je me suis dit, je veux un retour. Parce que là, ok, je mets un pied dans la série, mais je ne veux pas perdre un pied dans le cinéma. J'ai vraiment envie de réaliser. Et je me suis dit, j'ai envie de commencer déjà sur un 2 minutes 20. Voilà, où j'étais en mode de base. C'est très drôle, mais de base, je m'étais dit, un 2 minutes 20, un truc simple, pas de galère, un truc où je peux vraiment m'entraîner et tout. Je termine avec un film, il y a un monstre, des mecs du GIGN, des habitants en masse. Enfin, vraiment, je me suis pas facilité la tâche, mais c'était incroyable. Et le film, il a été tourné en combien de temps? Comment? Où? Il a été tourné en 1 journée. Ok. Ouais. Enfin, en 1 journée ou en 1 nuit? En 1 journée. Ok. En 1 journée. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est que toutes les scènes à l'intérieur ont été tournées la journée et les scènes d'extérieur ont été tournées en fin de journée. Ok. Mais ça a été des mois de préparation. On a tourné début janvier. On avait commencé à préparer le film au mois d'octobre avec Jean-Félix. Et c'était incroyable de se dire que d'un coup, t'as l'idée d'un film. Et t'as plein de gens qui arrivent et qui travaillent et qui ramènent en fait leurs univers pour que ça finisse par être complémentaire avec le tien. C'était vraiment super. Il y avait des fois, on faisait des réunions très tard le soir. Et genre, j'étais en train de les regarder. J'étais en mode, ils sont en train de se casser la tête. Parce qu'un jour, j'ai décidé qu'il y allait avoir une fille qui rencontre un monstre en haut d'une tour HLM. J'étais en mode, mais why? Mais en même temps, c'est très beau. Et c'est incroyable. Et tu te retrouves vraiment à être juste comme au centre de loisirs, genre juste un groupe d'enfants qui s'amusent à faire une tour de Capla. Enfin, c'était un peu ça. Et donc tout ça jusqu'en janvier, début janvier, où là, on tourne le film en 1 journée. J'étais mort à la fin. Avec une super équipe. Une super équipe qui a rendu le truc vraiment faisable, agréable. Donc j'étais vraiment très content de cette expérience qui m'a encore plus confirmé en fait que je voulais continuer sur cette voie-là. Et donc, La Bête de la Tour, c'est un film que vous avez tourné dans la banlieue. Alors, de base, on voulait le tourner à Fresnes chez moi. Ouais. Mais on a eu des petits soucis, etc. Et comme on voulait tourner en 1 journée, il ne nous fallait pas plusieurs décors. Donc, on a fini par le tourner à Montreuil, dans une tour en fait c'était une ancienne tour où il y avait des bureaux, mais qui est complètement, c'est à Croix de Chavaux, qui est complètement abandonnée, mais qui a été reprise par des différents groupes artistiques. Et donc voilà, on a vraiment une grande tour où il y a plein d'étages vides, etc. Et donc on s'est dit, on va totalement le faire là. Et donc ça nous a donné la place aussi pour la déco de s'amuser. Genre qu'on a pu ramener plein de trucs, foutre vraiment la pagaille pour vraiment faire croire qu'il y a un monstre qui est passé. Ouais. Donc on avait ça en haut et en bas de la tour, c'est là qu'on a tourné les scènes de l'extérieur. Ouais. Et pour le premier plan du film, on est parti juste à côté. Là, c'est une vraie tour d'habitation pour prendre le plan d'extérieur. Le plan, le premier L'establishing shot, le premier plan. Okay. Et c'est quoi la place de la banlieue dans ton cœur et dans ton cinéma? Moi, c'est vrai que je suis un vrai amoureux
plus précisément de l'Île-de-France. C'est-à-dire que vraiment, je me sens bien en Île-de-France. Et comme je te disais, ma famille, aussi de par ma mère, etc., leur parcours, ils racontent cette histoire. Le fait qu'ils soient arrivés dans les années 70. Et c'est vrai que moi, c'est là où j'ai grandi, mais dans toute sa diversité. C'est-à-dire des pavillons, aux cités, enfin, tout ce paysage-là de la banlieue, de toutes ces villes qui sont un peu des petits villages, comme on dit. Il y a vraiment cet esprit-là. Moi, c'est vrai que c'est là où j'ai grandi, donc c'est forcément très vite, c'est devenu mon décor de cinéma, en fait. C'est devenu mon décor de cinéma, et j'aime beaucoup les récits qui y existent. Et je trouve qu'il y a il y a un vrai territoire de fiction à réinventer. Et c'est ce que moi, j'essaye de faire en ramenant... Parce qu'il y a tout un truc du cinéma de banlieue, comme on dit, qui est passé par plusieurs phases. Moi, je te dis toujours qu'au début, bah, y avait juste un manque de représentation dans la banlieue, etc., des différentes histoires et tout. Il y avait un vrai manque de représentation. Ensuite, il y a eu un moment donné où pas mal de personnes issues de la diversité et tout ont pu un peu gravir les échelons, pouvoir réaliser des films. Et donc là, il y avait un véritable besoin d'être réaliste, d'être proche de la réalité. Oui, pour montrer un petit peu. C'est ça, parce qu'il n'y avait rien, quoi. en fait. En fait, tellement rien n'existait ou existait très mal, là, il fallait aller au cœur de l'authenticité. Vraiment d'être hyper réaliste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nouvelle génération qui, maintenant, se repose sur ça et tente des nouveaux mélanges. C'est pour ça qu'on a des films comme Vermine, par exemple. Ouais. Et c'est hyper encourageant. Ou même des films comme Gagarine, qui frôlent un peu avec la SF d'une manière très onirique. Mais on sent qu'il y a quelque chose, une place pour que ce territoire-là soit réinventé. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. C'est-à-dire ouais, en fait, j'ai une attache énormément. Et je trouve que la banlieue, d'une certaine manière, surtout l'Île-de-France, représente très bien l'entre-deux dans lequel je suis. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on voit dans la séquence de Beau Geste, qui est l'émission cinéma le dimanche sur France 2, dans lequel, avec vos amis, en fait, l'équipe de France 2 est venue directement là où vous inspirez, et on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous touche, c'est l'origine de pas mal d'idées, quoi, j'ai l'impression. C'est ça, exactement, parce qu'il y a ce truc vraiment déjà de l'Île-de-France et de la banlieue comme une sorte d'endroit où convergent mille et une histoires, même à la fois issues du continent africain, c'est-à-dire que c'est à travers les différentes familles immigrées, etc. C'est-à-dire que on a plein de familles, mais vecteurs d'histoires incroyables. Et en même temps, il y a ce côté, comme je dis, très différent en vérité de Paris intramuros. Il y a quelque chose où tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, il y a un vrai esprit et du coup un truc de fidélité à la ville. Parce que vraiment... une grande famille, quoi. Ouais, c'est ça. Où tu vas à la salle de sport, tu croises tous ceux avec qui tu étais au lycée, tu marches dans la rue, tu parles avec tout le monde. Alors il y en a qui ont fui ça. Il y en a qui ont clairement... Ouais. Moi, au contraire, j'adore. Ouais, t'es attaché encore à ce... Je suis très attaché. Ouais, je suis très attaché à ces endroits, de mes souvenirs d'adolescence, etc. Et où vraiment des histoires, des mythes, les mythes même de légendes ont marqué les murs de certaines villes. Et je trouve que c'est parce que comme c'est des endroits, on va dire la banlieue de manière générale, au cœur de plein de crispations, en même temps En fait, de ces problèmes-là naissent énormément de poésie et de beauté et de vie. En tant que scénariste, c'est un vrai plaisir de fiction. Oui, parce que quand tu le montres de la bonne manière, c'est un peu l'histoire de Baudelaire, c'est rendre le lait beau, quoi. Ce que j'allais dire, c'est que pour moi, il ne faut pas la représenter sans ses défauts. Ouais. Et la représenter sans ses qualités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un portrait noir, il ne faut pas faire un portrait édulcoré. Et moi, je suis vraiment dans cette démarche-là, notamment avec la série que j'ai développée à la Fémis, et que là, qui est en développement chez Itinéraire Productions, donc qui s'appelle Ça vient d'où, qui parle en fait des rixes entre bandes rivales, entre jeunes en banlieue parisienne, parce que c'est un phénomène qui a un peu rythmé mes années lycée, et qui a traversé plusieurs générations en fait en Île-de-France, soit celle de mes oncles, celle de mon grand frère, la mienne, celle de mon petit frère.
Et c'est vrai qu'au niveau, au niveau des médias, ça a explosé ces dernières années. C'est-à-dire que maintenant, ça devient un vrai sujet parce que c'est filmé comparé à avant. Et on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, encore aujourd'hui, de la violence juvénile. Ouais. Et moi, celle que je connais, c'est celle-là. C'est celle des RICS, des règlements de compte, de tu viens pas du même quartier, tu viens pas de la même ville, et tout. J'en ai été témoin. Et à un moment donné, j'avais besoin de me l'expliquer. Et je savais tout de suite qu'il y avait un vrai territoire de fiction. Parce que j'ai vu que il y avait beaucoup d'inspiration de mythes. Enfin, il y avait quelque chose de très mythique. C'est-à-dire que se reproduisait dans les RICS ce que tu peux lire dans la guerre de Troie. Ces questions d'honneur, de vouloir être quelqu'un, de laisser son empreinte. C'est vrai que la guerre des Trois, ça reste deux mecs qui s'embrouillent pour une meuf à la base et qui décident de convoquer tout le monde pour se battre pour ça, etc. Et il y avait en même temps des vrais codes de films de guerre. C'est-à-dire qu'il y a une vraie stratégie de guet-apens, de meneur, de stratégie, etc. Et en même temps, il y avait de la tragédie. Parce que généralement, ça se finit assez mal. Et donc, moi, je me suis dit, il y a un vrai espace de fiction, à la fois pour parler de quelque chose d'aujourd'hui, et d'espérer utiliser la série pour pouvoir apporter des réponses qu'on n'a pas dans le réel. C'est-à-dire que, principalement sur les plateaux télé, c'était énormément de questions, très peu de réponses. Et donc, j'ai fait une vraie recherche documentaire avec des sociologues, des profs, des enseignants, etc., avec une série qui part des ados pour aller jusqu'aux adultes, et de raconter vraiment à l'échelle de 2 villes et demie comment les RICS comment les RICS en fait incarnent une violence, à la fois la violence d'un système et à la fois une violence juvénile qui sert en fait à pallier à une mort sociale, à une peur d'invisibilité. Et donc je trouvais ça hyper intéressant. Et donc là, c'était vraiment voilà, ce que je disais, c'est que ne pas représenter la banlieue que par ses défauts et que par une sorte de réalité édulcorée. Ouais. C'était là de se dire, ok, il y a une violence, mais si je veux représenter cette violence, j'ai envie de l'expliquer. Et donc aller vraiment au cœur du sujet. Et Plus se en dire, profondeur, ouais. c'est ça, exactement. Donc se dire avec des sociologues, pourquoi cette violence existe principalement à l'époque du lycée, dans l'adolescence, pourquoi que en banlieue, comment ça se fait que le système, comme un vrai enquêteur en fait, comment le système scolaire, ses défaillances, est lié au RICS, vu que ça se passe essentiellement, même parfois dans l'enceinte du lycée. Ouais. Il y avait plein de choses à tirer sur, en fait, les RICS vont raconter quelque chose de nos institutions en France. Et donc, je trouvais que c'était là où t'évites une sorte d'écueil, de piège. Et donc, comme je disais au début, avec une volonté, là, cette fois-ci, de faire référence à tous les films de bande américains, d'aller du côté de West Side Story, de la tragédie de Roméo et Juliette, même un peu des inspirations Bonnie and Clyde, parce qu'au cœur de tout ça, il y a une sorte d'histoire d'amour impossible, tragique, et avec vraiment un côté pop, stylisé, pas naturaliste, pas quasi-documentaire. Loin de là. C'est vraiment quelque chose que tu peux trouver du côté de Euphoria. Ouais. Vraiment de se dire, je vais vous parler, vraiment c'est une sorte d'épopée contemporaine. C'est vraiment ça. C'est l'Iliade, mais aujourd'hui en 2025, avec des adolescents. Et du coup, cette série-là, elle est en écriture, en production, elle en Elle est en développement, donc en écriture Ok, ouais. toujours. En écriture, toujours, C'est on est prévu vraiment pour, au début. Il n'y a pas encore de date de prévu. Ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, on est vraiment au tout début. Ouais. C'est très embryonnaire. Ok. Dans le sens où j'ai développé ça à la Fémis. Et là, on entre vraiment dans le cœur de la collaboration avec les producteurs pour en parler à un diffuseur par la suite, etc. Donc, c'est tes projets sur lesquels tu taffes en ce moment, du coup. C'est ça, exactement. Ok. Exactement. Bon, ben, Franchement, trop ouais. cool. Ça fait plus d'1 heure qu'on parle. Y a pas de Est-ce problème. qu'on peut te suivre quelque part pour suivre ton travail? Instagram. Instagram. Totalement. C'est là que je donne les updates et tout ça. Donc c'est Ali-CHRF. Et ben voilà, on va suivre Ali Sharef. Et puis merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Merci Ali d'avoir été Merci à toi. mon deuxième invité Avec grand plaisir. pour Phase B. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Phase B que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube en version vidéo. Et on se dit au mois prochain avec un nouveau numéro de Phase B. À bientôt.